Elles vous font interner. Interné, oui. Vous aviez pressenti ça ou vous n'avez rien vu venir? Moi non, mais j'ai certaines personnes qui m'ont dit après, on savait que le lendemain tu serais à l'hôpital. Je sais que faire interner ses proches, les mettre sous tutelle, C'est très facile. c'est très facile. Votre fille va aussi vendre votre société. Ou en Oui, tout cas, elle va liquider. la liquider. On ne perd pas notre temps à prendre votre plainte, puisque de toute façon, il y aura l'immunité parentale. À Noël, j'ai pas reçu aucun appel de mes petites filles, alors que je leur avais envoyé une carte, je leur avais demandé ce qu'elles voulaient à Noël. Elles ne m'ont jamais répondu. Pascal, nous nous sommes parlé sur la libre antenne et d'Europe 1, et je vous ai proposé de venir nous raconter votre histoire, et là, que l'on vous voit, que l'on pose un visage sur ce témoignage qui a beaucoup ému toutes les auditrices et tous les auditeurs d'Europe 1, parce que votre histoire, elle a un côté extraordinaire, en même temps qu'elle est sombre, parce qu'aujourd'hui, vous êtes un père plutôt meurtri, puisqu'on va le voir, vos deux filles ont agi de manière très violente avec vous, et je dirais même, moi qui suis père, très étrange. Jusqu'à vos 50 ans, votre vie ressemble à quoi, en fait? J'avais une vie normale de père divorcé. C'est-à-dire que je voyais mes filles de temps en temps, pas aussi souvent que je m'en demandais, puisque j'avais un métier où je travaillais les week-ends. Que faisiez-vous? J'étais conducteur de TGV à la SNCF. D'accord. Donc, professionnellement, tout allait bien? Oh oui, sans problème. Et la garde, comme ça, vous voyez vos filles de temps en temps. Quelle relation vous aviez avec elles? Des relations normales. D'accord. Ce sont deux enfants qui ont été plutôt gâtés par vous. Gâtés par moi, oui. Vous vous entendiez bien avec elles? Disons que lorsque j'ai divorcé, ma grande fille avait 14 ans, la petite 5 ans. Oui. Mais j'ai toujours travaillé pour elle, quoi. Je veux dire, j'ai commencé à penser à moi que lorsque j'ai été divorcé, en fait. Je faisais tout pour qu'elle bonge rien. Alors, vous avez divorcé jusqu'à vos 50 ans. On peut dire que la vie, pour vous, se passe bien. Oui. Et puis, au moment où vous prenez votre retraite, vous allez vivre un premier AVC. Un matin, je me suis réveillé, j'avais une main toute endolorie, et puis j'avais le côté du visage qui était un peu paralysé. J'ai été hospitalisé 3 jours, et puis je suis ressorti. J'ai repris ma vie normale. Et en l'occurrence, on m'a proposé de monter une société pour faire des formations de conducteurs pour les entreprises privées, ce que j'ai fait. Oui. C'était très florissant. Donc ça marchait bien, ça? Ah, ça marchait très bien. Est-ce que c'était stressant par rapport au premier AVC que vous aviez fait? Non, parce que je ne me rendais pas compte. Après le premier AVC, j'avais tout à fait récupéré. Donc, pour moi, c'était rien. Alors, parce que vous en avez fait un J'en ai deuxième. fait un deuxième, toujours suite à une contrariété. C'était quoi, là? C'était ma fille qui m'avait annoncé qu'elle avait un cancer. D'accord. Bon. Ça, c'est vrai. La plus grande ou la plus grande. petite? D'accord. Et ça m'a un peu perturbé. Vous allez faire un troisième AVC. Mais celui-là, il va être un peu fatal. En tout cas, il va faire basculer votre vie. Fin 2020, donc les relations avec vos filles vont changer. Disons que je vivais avec mon amie et je ne voulais pas qu'elle soit mon infirmière. Donc, et puis, on se voyait que les week-ends, lorsque j'étais en déplacement. Et pendant le confinement, on a commencé à se voir plus. Et là, on s'est aperçu qu'on avait des petits différends. Et donc, j'ai dit, écoute, je vais partir auprès de mes filles pour me soigner et puis on verra après. Je veux pas que tu sois mon infirmière. D'accord. Donc j'ai appelé mes filles, elles sont venues me chercher un dimanche et puis le lundi j'étais à l'hôpital. Le lundi, pourquoi vous étiez à l'hôpital le lundi? Elles m'ont dit mon père fait des délires, il est malade, donc c'est tout. Je suis resté aux urgences
Et le soir, il y a un médecin qui est venu. Il était accompagné de 2 molosses, Vigipirson, et il m'a dit on vous transporte en psychiatrie. Et on m'a mis dans l'ambulance et à l'hôpital psychiatrique. Donc ça, c'est le premier acte contre vous que commettent vos filles. Oui. Elles vous font interner. Interner, oui. Enfin, ce qu'on appelle une HDT, Oui. hospitalisation à la demande d'un tiers. Vous aviez pressenti ça ou vous n'avez rien vu venir? Moi non, mais j'ai certaines personnes qui m'ont dit après, on savait que le lendemain tu serais à l'hôpital. Pour vous, vous n'aviez absolument rien à faire dans un hôpital psychiatrique? Au début, j'ai rencontré un psychiatre. Au début, il dit, j'ai entendu dire dans le couloir, si ce mec-là conduisait les trains, je ne ferai plus le train. Et puis après, à un moment, il est venu me voir, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Je lui ai dit, j'ai eu un AVC. Il me dit, Chirac aussi. Et puis, il n'est pas à l'hôpital. À l'hôpital psychiatrique, je ne pouvais pas sortir. J'ai été cantonné là pendant 3 mois. J'étais avec des psychotiques, des gens qui avaient voulu se suicider, des schizophrènes. Mais c'est dur à vivre. Vous vous demandez si vous n'êtes pas connu. Bien sûr, bien sûr. Les traitements qu'ils me donnaient des hallucinations, des trucs comme ça. J'étais complètement... Et j'ai attendu 3 mois. Au bout de 3 mois, je suis sorti. Et 15 jours après, j'ai retourné. Vous y êtes retourné parce qu'elles vous ont fait... Oui. Un épisode, ma fille voulait que je tonde la pelouse. Donc j'ai dit oui. Puis à un moment, j'étais fatigué. Alors elle m'a dit, t'es bon à rien, je continue. Et elle a pris un jerrycan d'essence pour remplir la tondeuse. J'ai dit, fais attention, le pot d'échappement est brûlant, tu risques de te faire enflammer. Oui. Donc elle m'a dit, on s'est disputé. Donc j'ai pris le jerrycan et je l'ai amené chez un agriculteur qui était à côté. Je lui ai dit, mettez-le en sécurité. Et là, elle a dit, mon père est complètement fou, il se promène dans le village avec un jerrycan. Elle a appelé la police. Et ensuite, la petite a appelé les pompiers et rebelote directement à l'hôpital psychiatrique, où elles sont des psy, ils se promènent avec un jerrycan dans la ville, dans le village. Il est complètement fou. Alors, vous savez, je vais vous dire, Pascal, aujourd'hui, et grâce à la libre antenne, je sais que faire interner ses proches, les mettre sous tutelle, c'est très facile et c'est devenu oui, quelque chose qui en ce moment, se répète. Oui, un traitement m'a dit que c'était de manière exponentielle. Oui. Les enfants qui placent les parents pour vendre la maison et pour plus être embêtés avec eux. Alors, on peut quand même, quand on observe bien les différents épisodes de votre histoire, on peut quand même penser que tout ça a été un peu prémédité par vos filles. Bon, mon ami me le dit aussi, oui. Je pense que ça a été instrumentalisé par la mère de mes enfants, en l'occurrence mon ex-femme, qui a instrumentalisé les filles et les petites filles. Et oui, tout est bien préparé. Vous allez nous expliquer, vous êtes hospitalisé, et pendant votre hospitalisation, vos 2 filles vont... Non, mes 2 filles vont oui. C'est surtout la grande qui a été avec une de ses amies. Elle n'a pas voulu prendre la petite parce qu'elle ne voulait pas partager le butin avec elle. Et puis elle a tendance ma grande fille a tendance à faire exécuter les baseurs par des tiers. Par des tiers et par la petite souvent ou par des amis? D'un côté par la petite et de l'autre côté par son ami, qui a organisé le vide-grenier avec le compte qu'elle avait sur Le Bon Coin sans que le nom de ma fille soit stipulé. Alors, que vont-elles vous voler en fait? Que vont-elles faire? C'est-à-dire que elles vont tout vous voler? Moi, je suis à l'hôpital. Oui. Mon amie m'appelle. Elle me dit, je viens de recevoir un coup de fil, parce qu'elle était en 2e sur le contrat. Je viens de recevoir un coup de fil de la télésurveillance. Il y a quelqu'un qui est dans ta maison. Donc, moi, il me rappelle. À ce moment-là, je réponds. Et le préposé à la télésurveillance me dit, il y a une intrusion dans la maison. J'ai des personnes en visu qui me disent que... Il y en a une qui me dit que c'est votre fille,
mais elle ne connaît pas le code. Moi, tant qu'elle ne donne pas le code, je ne désactive pas l'alarme. Donc il était minuit, au mois de février, et ça hurlait dans la rue, jusqu'à temps qu'il me dise, bon, elle est comme ça, et comme ça. Et je dis, oui, effectivement, c'est ma fille. Mais, donc il a arrêté l'alarme, mais moi j'ai rappelé ma fille, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Donc elle me dit, parce qu'elles ont forcé la porte, hein, quand même. Parce que comme elles n'avaient pas les Elles ont forcé la porte? Oui, elles ont forcé la porte de l'extérieur, plus la porte de la maison. Et là, je lui dis, qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit, je viens estimer la maison pour voir un peu combien ça vaut, pour la vendre. Je dis, il n'est pas question que je vende la maison. Mais sauf que ce que je ne savais pas, qu'on a su après, c'est qu'elle avait organisé avec préméditation le vide-grenier, le vide-maison, en mettant une annonce sur le bon coin, vide-maison tel jour, dans la ville où était ma maison. Et le lendemain, on a eu un coup de fil d'un ami qui a dit à ma compagne, à mon ami, il y a quelqu'un dans la maison, ils sont en train de déménager, qu'est-ce qui se passe? Et monsieur Pascal est mort. Alors, mon ami dit non, il n'est pas mort. J'ai eu au téléphone il y a 5 minutes. Et donc, tout était en train d'être vendu. Votre fille racontait à tout le monde que vous étiez mort? Oui. Et elle était en train de vider votre maison? Vider tout. J'ai des photos, je peux vous montrer un constat d'huissier. L'huissier m'a dit, quand moi je passe, je laisse au moins une table et une chaise. Là, il n'y avait plus. Il n'y avait plus rien. Elle a tout vendu. Tout, ouais. Est-ce que vous avez une idée du préjudice déjà pour la maison? Avec mon ami, on avait évalué ça à 100 000. 100 000 euros. 100 000 euros. Oui. D'accord. Elle n'a peut-être pas vendu pour 100 000, mais ça valait 100 000. D'accord. J'avais une collection de timbres qui valait très cher, ça j'ai pas retrouvé. Hein. Une collection de timbres à laquelle vous teniez beaucoup. Hein. Oui, parce que c'est ma mère qui m'abonnait à tous les timbres français qui sortaient, et j'avais une collection complète de 1949 à 2000, et qu'à tout été vendu. Mais elles ont vendu à des prix dérisoires. Il est bon de préciser quand même que vous gagnez bien votre vie. Hein. Donc, il y avait beaucoup de choses dans cette maison, puisque vous étiez un bon vivant, vous aimiez acheter de belles choses. C'est-à-dire que, bon, quand je travaillais à la SNCF, je gagnais ma vie honorablement. Oui. Mais lorsque j'ai créé ma société, là, je gagnais vraiment bien ma vie. 100 000 euros, donc, dans la maison. Je crois qu'il y a des voitures aussi. Oui, il y a une voiture, une BMW, oui. qui a été vendue sans mon accord. Sans votre accord? Oui. Comment est-ce possible de vendre une voiture sans votre accord? Il suffit de barrer la carte grise et de la scier. C'est tout. Quand même, la BMW, ils m'ont donné 13 000 euros en me disant qu'ils avaient vendu ce prix-là, alors que j'ai la preuve qu'ils l'ont vendu 20 000. D'accord. Il n'y avait pas une histoire de Vito aussi? Vous m'aviez parlé de ça? Alors le Vito, ils ne l'ont pas vendu, mais dernièrement, mon ami qui garde ma maison a voulu le passer au contrôle technique. Oui. Et impossible de trouver la carte grise. Donc ils ont volé la carte grise pour pas qu'on puisse vendre le Vito. D'accord. Parallèlement à ça, votre fille va aussi vendre votre société. Ou en tout cas, elle va la liquider. Elle va vider les comptes en banque. Comment on peut réaliser ce type de choses? C'est très simple. À force, un jour, je voulais retravailler. Donc, j'ai appelé mon comptable qui ne voulait pas me répondre. Il n'était pas là. Bon, finalement, je l'ai eu. J'ai dit, montrez-moi les papiers que je vous ai signés pour la liquidation. Étant donné que moi, j'ai un procès verbal qui me dit que la liquidation a lieu le 31 mai 2022 ou 23, je ne sais plus, et qui est signé, lui, et approuvé parce que, et effectivement, c'est pas moi qui l'avais signé. Donc il a fini par m'avouer que ma fille, sur un coup de fil, a appelé le comptable en disant il faut liquider la société à la bière, mon père est dans un état critique. J'ai dit vous avez m'écrit, il m'a envoyé un mail en disant qu'il avait liquidé ma société uniquement sur un coup de fil de ma fille. Et vider les comptes en banque aussi. Comment on prend l'argent sur un compte en banque comme ça? Elle avait une procuration que j'ai dû signer alors que j'étais dans un état un peu second, mais que pour le compte perso, elle n'avait pas le droit et la banque a fait une erreur, elle n'avait pas le droit sur le compte professionnel. Elle n'avait aucun droit. Aucun droit. Enfin, vous étiez le gérant. Oui.
J'étais PDG, puisque oui. j'étais en SASU. Et la seule personne qui avait un mandat, c'était le comptable, pour payer les charges, ces honoraires. Et donc, elle a fait liquider la société, ça m'a coûté 3 000 euros. Donc, le comptable s'est payé sur le compte en banque. Elle a tout fait par signature électronique, par, j'allais dire, complaisance de le reste, comment on dit, financier, conseiller financier de la banque. Oui. Et il a avoué qu'il avait travaillé au téléphone. Elle m'a aussi changé les clauses bénéficiaires de mon assurance décès, ce qui est complètement interdit. Elle a demandé au crédit, à la banque où j'étais, de changer les clauses bénéficiaires. C'est-à-dire de mettre elle et sa sœur en lieu et place de mon ami, à qui j'avais pris une assurance pour la mettre à l'abri si j'avais un accident. D'accord. En tout, en fait, le préjudice, à ce moment-là, s'élève à combien? Sur le compte pro, 100 000 aussi. 100 000 aussi. Donc on est à 200 000 euros de préjudice. En fait, votre fille, elle vous vole tout ce que vous aviez mis de côté pour votre retraite, en fait. Retraite. Oui, j'avais dit à mon ami, là, je suis un peu pas bien, je peux tenir avec ce que j'ai sur le compte, je peux tenir 1 an avec le salaire que j'avais en travaillant. Et tout a été bouffé. Vous vous retrouvez sans rien, Pascal, à ce moment-là? Je suis parti, oui, sans rien. Il me restait une valise et 2 sacs Carrefour. Mon déménagement a tenu dans une Mini Cooper. Oui, c'est pas haut. Alors, bien évidemment, tout le monde doit se poser la question. Est-ce que vous avez essayé de rentrer en contact avec vos filles et notamment la plus grande des deux qui était l'instigatrice de tout ça? La plus grande des deux, j'ai essayé, bien entendu. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Les voisins me disent que tu déménages tout. Que tu racontes que je suis mort? Oui, oui. Elle m'a dit, bah oui, de toute façon, maintenant, et ça, elle l'a dit aussi à mon ami, de toute façon, je ne dépenserai pas un rond pour toi, tu n'as plus qu'à te suicider. Tu n'as plus qu'à te suicider, voilà. Bon, elle a tout vendu. Elle s'est même fait faire des chèques. C'est-à-dire que lorsqu'elle a vendu mon matériel audiovisuel, le professionnel a dit, moi, j'ai pas le droit de payer mes transactions en liquide au-dessus d'un certain prix, Oui. donc je vais vous faire un chèque. Et ça, je l'ai su parce que j'ai interrogé la personne professionnelle. Et elle a dit, oui, mais vous n'étiez pas d'ordre, vous faites un chèque en blanc parce qu'on ne fait pas de chèque à l'ordre des morts. Comment vous vous expliquez son comportement? Je ne m'explique pas. Vous ne vous l'expliquez pas? Non. Non, parce que je ne lui aurais jamais fait mal, bien au contraire. Nous prenions les petites filles en vacances, on les emmenait partout, dans les eaux. Donc vous aviez de bons rapports avec elle à un moment? Oui, avec mes filles, oui. Oui. La grande n'avait jamais trop venu me voir. Mais bon, Non, mais quand vous parlez de vos petites filles, ce sont ses enfants? Oui. Donc elle vous confiait ses enfants quand même? Sans problème. Mais on sentait bien, mon ami sentait bien que les petites étaient manipulées. Par exemple, un jour, on parlait de mon métier. Il y a une qui a dit, de toute façon, c'est un métier de feignant. Conducteur de train, ça ne faut rien. Et ça, on sait d'où ça venait. Comment vous vous êtes retrouvé, vous, Pascal, dans quel état psychologique quand on est trahi par ses propres enfants comme ça? Il n'y a pas de mots. Je pense que, bon, déjà, après des AVC, les médecins se sont aperçus qu'il fallait soigner les gens parce que c'était pratiquement tous des dépressions. Donc, la dépression s'est aggravée avec ça. Quand vous vous retrouvez, vous n'avez plus de petites filles, plus de famille. Moi, j'ai un frère qui est décédé, donc j'ai pas de frères et sœurs. J'avais que mon père, parce que ma mère était décédée aussi. Mon père a botté en touche, il m'a dit, moi, il me reste, j'ai 85 ans, écoute, bon. Et puis, plus d'enfants, plus rien. Je me suis retrouvé, je faisais rien, je dormais toute la journée. Alors, suite aux hospitalisations, elles m'ont mis dans un squat. C'est-à-dire qu'elles m'ont dit, voilà, on t'a trouvé un appartement, tu vas là-bas, monsieur t'attend à 11h30. Donc je suis rentré là-bas avec ma valise. Je suis resté dans ce squat pendant 5 ou 6 mois.
Et puis, je ne pouvais plus parce que j'avais des dealers qui venaient tambouriner à la porte à 5 heures du mat. J'ai eu peur. Donc, je suis parti dans un autre meublé que là où j'étais mieux. Parce que vous avez quand même réussi à récupérer votre retraite à un moment? Ah, mais ma retraite, j'ai toujours eu. Vous l'avez toujours eu? Oui. Ça, elles n'ont pas réussi à le dévier? Non. Si, elles ont réussi à... ma petite ayant une procuration sur le compte pro, sur le compte perso, c'est elle qui payait le loyer, c'est elle qui payait les quelques drives où elle m'amenait à manger. Mais c'était rare. Hein. Des fois, je ne mangeais pas, et puis j'avais pas envie. Je restais dans mon squat toute la journée, je voulais plus voir personne, je répondais plus à mon ami, j'étais devenu un zombie. Vous étiez en pleine dépression à ce moment-là? Oh, j'étais vraiment... je pensais pas je pouvais que remonter, parce qu'au niveau où j'étais, j'étais plus même. Quoi. Vous ne pensiez pas pouvoir tomber aussi bas un jour? Ah non. Bah non. Non. Là, j'étais pratiquement SDF. Hein. Heureusement, parce que malgré tout, je continuais à payer le prêt de ma maison à la campagne, le prêt de l'appartement que j'avais acheté pour défiscaliser et le prêt que j'avais pour acheter un appartement dans le sud. Bon, cet appartement, ils ont arrivé à le vendre avec une fausse procuration. Mais j'ai eu la chance que le notaire a flairé l'arnaque et a exigé que le solde de la maison, enfin de ce que je récupérais de la vente de l'appartement, soit viré sur mon compte à moi, plutôt que sur le compte d'une de mes filles. Et comme ce n'était pas un prêt hypothécaire qui était garanti par un organisme qui s'appelle Crédit Logement, ils auraient pu encaisser l'argent et moi je continuais à payer l'appart jusqu'à la fin de ma vie alors que j'avais pu. Ça, je l'ai sauvé parce que j'ai pu récupérer l'argent. Si vous aviez été seul et que votre compagne, depuis de nombreuses années, qui ne vous a jamais lâché dans l'adversité, si elle n'avait pas été là, vous seriez encore là? Ben, je serais mort, c'est sûr. Il était temps qu'elle me ramène. On est parti à l'anglaise comme des malfrats à 2 heures du matin pour pas être embêtés par mes filles. Je me souviens, on a dit ce jour-là dans ma vie, il y avait un concert de Florent Pagny et elles allaient y aller. Donc on a profité pour. J'ai pu négocier avec la personne à qui je louais l'appart faire mon préavis, faire l'état des lieux entre 4 yeux, et on a déménagé à la Cloche du Bois, comme on dit. On est parti dans la nuit. Je me souviens, c'était le 3 septembre 2023, et c'est là que j'ai revu ma maison pour la première fois, parce que en partant dans le sud, on est passé par ma maison dans le centre de la France. J'ai répété un boulon, parce que quand j'ai vu dans l'état qu'était cette maison qu'on avait toujours fait... entretenu, j'allais dire avec amour, non, mais on aimait bien y aller, on aimait bien y aller en vacances, recevoir des amis. Quand j'ai vu dans l'état que c'était, je me suis effondré. Vous avez récupéré des forces depuis? Oui, parce que mon ami s'est occupé de me trouver un truc où je suis super bien habillé. Vous n'avez jamais voulu vivre ensemble, tous les deux? Non, on était couple non cohabitant. D'accord. Et elle m'a trouvé un truc super, qui est une résidence hôtelière, mais avec des jeunes. C'est pas une maison de retraite. C'est pas un squat. Ouais. J'ai revu un psy, mais un autre, pas celui du CMP, qui m'a bien... et là, maintenant, je commence à avoir des... À remonter la pente. Sociale, on va faire une fête, là, voilà. C'est sympa le sud, vous aimez bien, je crois. Ah oui, moi je repartirai pas dans l'Est, puis j'ai rien à y faire. Quoi. Je veux pas resubir ce que j'ai subi, parce que il est certain que si je revenais, ça recommençait. Oui, puis vous seriez susceptible de vivre des violences, parce que... La vie des violences, et je pense qu'elle essaierait de me mettre en EHPAD, parce que ça reste leur objectif. Ah oui, alors quand je vous dis je serais mort, non, je serais peut-être pas mort, mais je serais au front d'un hôpital psychiatrique en séjour ou dans un EHPAD, puisque j'ai trouvé les documents d'inscription à l'EHPAD. Vous avez porté plainte? Oui.
contre vos 2 filles ou contre une? Alors, j'ai porté plainte contre les deux. Au début, les agents de police ont refusé ma plainte en me disant on ne perd pas notre temps à prendre votre plainte, puisque de toute façon, il y aura l'immunité parentale, donc vous serez classé sans suite. On n'attaque pas ses enfants, c'est ce qu'ils ont voulu vous faire comprendre. Il y a un article de loi, parce qu'il y a un monsieur, dans un avis à notre première interview, qui m'a dit effectivement, monsieur, merci pour l'info. J'ai vérifié dans le précis d'Allos, immunité parentale, article numéro tant, alinéa tant. Et donc, mon ami a dit à l'avocate, attendez, les enfants ont le droit de voler les parents à la nuit. Et ils ont, sur avis de mon ami, elle a dit on va requalifier la plainte en abus de faiblesse. Oui, là, en abus de faiblesse sur personne vulnérable. Sur personne vulnérable, oui. Donc ils ont repris la plainte. Entre-temps, j'en ai déposé une autre, parce que ma fille m'avait dit tu sais pas de quoi mes amis sont capables, la grande, et tu finiras ou au fond du canal ou dans un barbecue. J'ai dit c'est quoi le barbecue? Elle m'a dit on t'enferme dans le coffre de la voiture et on met le feu. Donc moi, j'étais... Le deuxième appartement que j'avais loué dans la ville, je m'étais loué un appartement avec une porte blindée et tout, parce que j'étais devenu parano. Un jour, elle m'appelait, elle me dit « On va venir tout casser, enferme-toi. » Voilà. Comment vit-on une relation comme celle-ci avec un de ses enfants? Est-ce qu'il arrive un moment où on doit mettre un stop à cette relation? C'est pas que j'aime ça, c'est que c'est tellement abject quand on fait un délit. Vous savez, les gens qui sont victimes, j'entends à votre émission, d'un pervers narcissique, tant qu'ils ne se rendent pas compte d'eux-mêmes, on peut leur dire sur eux. Je me souviens d'une dame qui avait été menacée de mort et qui était retournée. Il y avait sa mère qui avait essayé. Bon, j'ai peut-être fait un déni, j'ai espéré que ça revienne. Et puis bon, là, je me suis aperçu maintenant que c'est fini. J'ai fait un transfert sur les petits-enfants de mon ami qui m'adore. Et voilà. Et j'ai dit maintenant, c'est fini. Vous auriez pu basculer et tomber très profondément, hein, Pascal. Oui. Ça, vous en êtes conscient aujourd'hui? Ah bah oui. Puis je ne suis pas encore tiré d'affaire. Hein. Il m'arrivait d'avoir des gros problèmes, des grosses angoisses, des périodes qui allaient de l'euphorie au plus bas de tout. Je me levais à 7h du matin, l'infirmière venait, je me recouchais jusqu'à 18h. Et j'avais plus envie de manger, j'avais plus envie. Et grâce à mon ami, qui m'a aidé, qui m'a trouvé un psy à Marseille, qui lui est neuropsy. C'est-à-dire qu'il ne soigne pas les... Enfin, il a voulu savoir dans mon cerveau ce qu'il n'y avait pas. Il m'a fait faire des tests et il m'a dit, voyez, il m'a bien expliqué. Et il m'a donné un traitement à l'essai qui me réussit bien. D'accord. Et là, maintenant, ça commence à aller mieux. On peut dire que vous êtes revenu dans le bonheur aujourd'hui, en tout cas dans une stabilité? Dans une stabilité et dans le bonheur, oui. Mais il arrive quelquefois que ça ressorte. Oui. Et c'est pour ça que j'ai éprouvé le besoin de vous rappeler une deuxième fois. Parce qu'il faut que... Il faut évacuer. Il faut évacuer. Oui. Et bon, je ne veux pas embêter mon ami avec ça. Bon, et c'est quelque chose qui vous fait extrêmement de peine, hein, ah ben, bien par sûr. moment. C'est vrai que à Noël, j'ai reçu aucun appel de petite fille, alors que je leur avais envoyé une carte, je leur avais demandé ce qu'elles voulaient à Noël. Elles ne m'ont jamais répondu. À mon anniversaire, la petite m'a écrit et m'a envoyé un cadeau. Mais des fois, je me dis, c'est peut-être c'est peut-être intéressé. Oui. De même, quand votre collaboratrice m'a appelé, je pensais que c'était un piège. Je vous l'ai dit. Oui. Vous vous méfiez d'elle encore, donc, aujourd'hui? Ah ben, je méfie, bien sûr. Ouais. Personne sait, à part mon ami, enfin, la grande, la petite le sait, mais personne ne sait où j'habite. Et ils ont des consignes de ne pas dire où je suis et tout. Oui. Vous avez porté plainte contre vos filles. Le préjudice s'élève à près de 350 000 € aujourd'hui. Et la police ne fait rien.
La police ne fait rien. Je dis d'ailleurs, je vais me permettre de le dire, non, je ne peux pas dire la ville, mais j'ai dit hier, je me suis pris la tête avec le commissariat pour savoir où en était ma plainte. Ils nous ont fait constituer un dossier, alors sur clé USB avec toutes les pièces à conviction, qui m'a pris peut-être, je sais pas, 15 jours H24 pour le faire. Ouais. Mais il n'y a rien qui avance. Et hier, la dame m'a dit, oh, écoutez, avec 2 séjours en psychiatrie, ce que vous nous racontez, ça va bien. De toute façon, je ne comprends pas ce que vous dites, parce que je parlais mal. Elle m'a raccroché. En tout cas, on voit à travers votre histoire, Pascal, qu'aujourd'hui, on n'est jamais à l'abri de décisions comme ça prises par ses enfants. Que je veux écrire un livre et que j'espère que mon témoignage permettra aux gens de se méfier, parce qu'avec tout ce qui est signature électronique, un petit peu de savoir-faire, on arrive à endormir les conseillers financiers, tout. Vous vous êtes retourné contre eux aujourd'hui. Ah oui, eux aussi, ils ont fait des erreurs. Je suis en train de me retourner contre le comptable, mais j'ai 64 ans, 4 AVC, je voudrais profiter de la vie. Et là, j'ai été obligé de faire un prêt pour payer mon avocate. D'accord. Vous reviendrez nous voir et nous tiendrez au courant de la suite des événements, Pascal. Bien sûr. Hein ? En attendant, je vous souhaite du bonheur dans le sud, là-bas, avec votre compagne, et puis de profiter de la vie, comme vous dites. J'ai décidé, oui. Bon, merci Pascal. Merci Olivier. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à me retrouver tous les soirs sur Europe 1, bien évidemment, de 22h15 à 1h du matin, ou la libre antenne en podcast, que vous pouvez retrouver sur l'application de votre choix, mais surtout sur europe1.fr.